Tous, bienvenue à notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général qui aide les personnes atteintes de troubles bipolaires ainsi que leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi retrouver ces vidéos en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence! Merci Émilie. Bonsoir monsieur. Alors, vous êtes psychiatre à l'Université Paris-Cité, au département de psychiatrie d'addictologie dans l'hôpital Beaujon et Bichat. Et vous êtes aussi chercheur et vous dirigez, je crois, le centre Chrono-S au GHU Paris, psychiatrie, neurosciences, enfin, c'est assez compliqué, mais tout ça pour dire que vous êtes un grand spécialiste de la chronologie, je sais pas bien le dire. Enfin, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conférence que nous avons sollicitée dès le mois de janvier à peu près. Donc voilà. Alors, est-ce que vous allez faire plusieurs chapitres, monsieur, ou on posera les questions, les gens poseront les questions à la fin, ou comment Oui, voulez-vous? je pense qu'à la fin, j'ai un propos court qui durera un peu moins de 30 minutes. Et du coup, ça laissera du temps d'échange à la fin, une vingtaine C'est de minutes. parfait, Ça vous c'est convient? parfait. Et Blandine t'explique comment on pose des questions? Oui, donc vous posez des questions dans la boîte Q&R, surtout pas dans le chat. Et on vous répond, on les lira avec Eliane, Émilie et moi, et on vous posera les questions de professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Et voilà. Monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Et hop, comme ça. Donc, normalement, vous voyez mon deuxième écran. Et bientôt, vous allez le voir en grand si ça fonctionne bien. Oui, C'est C'est bien? parfait, c'est parfait. Ok, super. Bah écoutez, merci encore. D'abord, je suis toujours ravi. C'est pas la première fois que j'interviens pour Argos. Et donc, je voudrais d'abord vous remercier de me faire confiance, de partager avec vous les dernières données de recherche clinique et les différentes pistes. Et puis, les échanges qu'on peut avoir à chaque fois sont toujours infiniment précieux. Et je voudrais évidemment vous remercier pour toutes les actions que vous faites et ce que vous portez. On a déjà travaillé ensemble un certain nombre de fois autour de différents supports. Et donc, je suis toujours ravi de ces interactions. Là, ce qu'on a souhaité aborder ensemble ce soir, c'est cette question du moment de la rechute, du moment de la bascule, qui est un moment tout à fait important et qui est en fait très, très peu étudié. Et on a développé un concept, une entité clinique qu'on appelle le syndrome de Chronos, que je vais vous décrire pour essayer de mieux comprendre ce moment de bascule, du coup d'intervenir plus tôt, pouvoir prévenir aussi ces moments de rechute. Et moi, bon, je suis Chronos, c'est un centre de référence de psychiatrie sommeil. Je suis spécialisé en sommeil, je suis président du Collège national des enseignants de médecine du sommeil, donc je suis très impliqué aussi dans la formation de la médecine du sommeil. Et évidemment, mon champ d'intérêt et de spécialité, ce sont les troubles bipolaires et la dépression. Alors, je vous présente quand même mes conflits d'intérêts. Je travaille avec un certain nombre de partenaires et d'industriels. Mais là, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a pas il y a pas de lien particulier ou de molécule particulière dont je vais vous parler. Alors, syndrome de Chronos, pourquoi on l'a appelé déjà le syndrome de Chronos? D'abord, ce syndrome de Chronos, quand on en parle
avec les patients, avec les personnes que nous suivons, d'abord, ça fait sens tout de suite. Et comme toujours, je pense que les bonnes idées viennent de la clinique, viennent des patients eux-mêmes. Et les patients nous le disent très bien. Ils nous disent, je sens que je vais rechuter, je sens que je dors moins bien, je suis plus irritable, je me réveille la nuit, j'arrive plus à aller au travail, à avoir l'entrain que j'avais, j'arrive plus à ouvrir mes fichiers sur mon ordinateur, j'arrive plus à être aussi clair qu'avant dans mes idées, j'arrive plus à prendre de décisions, etc., etc. Chacun a ses symptômes, mais il les reconnaît et il sent, il dit là, je sens que je suis en train de retomber. Ou à l'inverse, pour l'épisode maniaque, je sens que je suis plus bavard, je sens que je suis un peu plus irritable, un peu plus soupe au lait, je dors moins, etc., etc. Et souvent, c'est les mêmes symptômes qui reviennent. Et ces symptômes, ils sont prédictifs de la bascule. Ils sont prédictifs du moment où on sent qu'après, il y a un moment donné où on va perdre le contrôle et on ne pourra plus arrêter le processus. On l'a appelé le syndrome de Chronos parce que Chronos, dans la mythologie grecque, vous savez, c'est un des titans qui personnifie le temps. Et en personnifiant le temps, en fait, il est capable de prédire le futur et donc de prédire ce qui va se passer. Donc, ce qu'on voulait, en fait, c'est définir une entité médicale qui est prédictive de l'épisode dépressif ou de l'épisode maniaque. Et l'idée qu'on en a, c'est que si on travaille individuellement, en groupe, tout seul, avec sa famille, sur ce qu'on ressent, les symptômes, et souvent d'ailleurs les proches ont un ensemble de signes et de symptômes qu'ils ont repérés, et cet échange, ce partage est tout à fait important. On va y revenir puisqu'on a développé des groupes dans le service sur ça, ou par exemple la deuxième séance et une séance avec des proches qui viennent aussi aider à repérer ce moment de bascule. Et donc l'idée, c'est évidemment d'intervenir très tôt. Il y a cet aspect de prévention, du coup, pour éviter les futurs épisodes. Mais si on repère ce moment aigu, eh bien, on peut reprendre une certaine forme de contrôle sur la maladie. Ce qui est embêtant dans cette maladie, c'est que les épisodes, on les subit. Et quand on est en capacité de repérer, et que, au-delà de la capacité de repérer, on a prévu ce qu'on allait faire, comment on allait réagir, quel traitement, quelle dose, ce qui convient, etc., eh bien, on peut décapiter cet épisode, empêcher que l'épisode complet arrive avec toutes les complications et toutes les répercussions d'un épisode complet sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que ce soit des complications sociales, familiales, professionnelles. Sans parler des complications médicales, hein, et du fait que c'est pas bon pour la santé de faire des épisodes trop longs. Alors, moi, je vais vous parler de sommeil parce que je pense que le sommeil, c'est quelque chose qui est très facilement repérable par les patients et surtout sur lequel on a des thérapies ciblées, personnalisées, sur lesquelles on peut aider et je vais vous en parler un petit peu. Alors, évidemment, le sommeil, ça c'est évident pour tout le monde, et en particulier pour ceux qui ont vécu des épisodes, donc pour vous c'est évident, mais mal dormir quand on est en dépression ou quand on est en épisode maniaque, ça fait partie de la maladie, ça définit même la maladie, hein, ça fait partie des critères diagnostiques de la maladie, donc les troubles de l'humeur sont aussi des pathologies du sommeil, et plus de 90% des gens qui souffrent de dépression ou de manie ont au cours de leurs épisodes eh ben, un sommeil qui va s'altérer. Il y a une plainte d'insomnie, de mal dormir, mais il y a aussi une plainte d'hypersomnolence, soit avec de la somnolence en journée, des excès de sommeil, soit des moments où on va dormir longtemps et plus que d'habitude. Alors, l'autre point qui est important et qui est un sujet de préoccupation majeur pour nous, psychiatres, c'est que eh ben, ces plaintes de sommeil, indépendamment de toute psychopathologie, on a pu démontrer avec des collègues que c'est prédictif des conduites suicidaires. Et ça, les patients nous le disent aussi très bien, sans rentrer dans des statistiques, mais je vais vous les présenter quand même. Mais c'est souvent le moment de bascule. Quand vous n'allez pas bien, que vous êtes en détresse, vous êtes en désespoir, si vous n'êtes même pas tranquille la nuit, si vous ne dormez même plus bien, et que vous vous agitez, vous vous réveillez, eh ben, ça devient épouvantable, ça devient insupportable. Et c'est souvent là, malheureusement, que les idées suicidaires peuvent apparaître. Et on a longtemps pensé que
on ne savait pas, hein, avant cette étude-là, si le sommeil, indépendamment de toute psychopathologie, c'est-à-dire de la dépression, de l'anxiété, des traumatismes, etc., des addictions, était indépendamment lié au suicide. Bon, maintenant, il y a plein d'études sur suicide et sommeil, mais globalement, on n'est pas fait pour être éveillé la nuit. Et quand on l'est, on augmente son risque suicidaire de manière importante. Et donc, quand on corrige sur tous les facteurs, sur toutes les pathologies psychiatriques connues, le fait d'avoir déjà fait une tentative de suicide, tous les facteurs sociodémographiques et les facteurs de risque connus de suicide, eh bien, on est une association prédictive, puisqu'il y avait un suivi à 3 ans, de ces plaintes de sommeil qui vont prédire la tentative de suicide. Donc, dans ce suivi-là, sur 34 000 sujets, 241, hélas, tentaient de se suicider. Et dans le groupe qui tentait de se suicider dans les 3 ans versus ceux qui n'avaient pas fait de tentative de suicide, eh ben, 60% de ceux qui avaient tenté de se suicider avaient une plainte de sommeil à l'origine, contre seulement 20% pour ceux qui ne tentaient pas de se suicider. Donc, vous voyez, souvent dans les études, on a des significativités, mais ce qui compte, c'est les tailles d'effets, c'est ce que cliniquement ça signifie. Vous voyez là, 60 versus 20%, c'est des effets qui sont cliniquement vraiment tout à fait importants. Autre donnée importante, là je l'ai rajouté hier puisque c'est sorti il y a quelques jours, vraiment une recherche tout à fait importante puisqu'elle a été publiée dans Nature Medicine, un des plus grands journaux de médecine, sur le poids finalement dans la prédiction de la maladie mentale à l'adolescence. Et cette étude a regardé par intelligence artificielle plein de biomarqueurs qui, au cours de l'enfance, vont impacter et vont faire exprimer à l'adolescence la pathologie psychiatrique. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, les troubles du sommeil, ils sont ici, vous voyez. Les troubles du sommeil, c'est le facteur prédictif le plus important, très largement devant les autres facteurs, d'évolution vers un trouble mental à l'adolescence. Ça surpasse tous les autres futurs, même le fait d'avoir des expériences difficiles au cours de son enfance, d'avoir des traumatismes, d'avoir des antécédents familiaux. Et ce qui était intéressant, c'était que finalement les biomarqueurs et les mesures de neuroimagerie n'aidaient pas à améliorer la prédiction en fait, de d'évolution à l'adolescence vers un trouble psychiatrique. En fait, le modèle était beaucoup porté, et essentiellement porté par ces troubles du sommeil. Donc vraiment, il y a quelque chose d'assez central. Et en plus, quand on a une dépression, là c'était le Master 2 qu'on avait fait pour Bénédicte Barbotin, eh bien, ce qu'on a montré, c'est que en plus, ces troubles du sommeil, eh ben, ça va être associé à des complications et des comorbidités. Et ça, c'est assez logique, hein. Quand vous êtes déprimé et qu'en plus vous dormez mal, eh ben, vous êtes plus à risque de développer des addictions. Vous allez prendre de l'alcool le soir bah, pour essayer de mieux dormir, pour lâcher prise. Vous allez être plus anxieux en journée, etc., etc. Alors, ça, vous le savez peut-être, c'est une slide que j'ai empruntée du professeur Renaud Jardet, que j'aime beaucoup. Avant, les classifications internationales des maladies, voilà, on avait du mal à parler du même patient parce que chacun avait sa théorie ou son analyse de sa compréhension. Donc, les classifications DSM actuelles, elles sont très bonnes. Quand on parle d'un trouble bipolaire au Japon, aux États-Unis ou en France, par exemple, on parle du même patient. Et on n'a aucun problème pour se comprendre entre nous. Par contre, donc elles sont très fiables. Par contre, elles ne sont pas ce qu'on appelle valides, c'est-à-dire que pour un patient donné, un patient qu'on a en face de nous, la physiopathologie de sa maladie sous-jacente, elle n'est pas connue. Et je vais vous donner un exemple, juste par exemple sur les plaintes de sommeil. On peut avoir un patient qui a une tristesse, qui rumine, qui a des insomnies d'endormissement, un autre patient qui, au cours de sa dépression, est à l'inverse irritable, avec des pensées qui vont vite, un sommeil qui est fragmenté, des cauchemars, des idées suicidaires. Un patient qui va avoir une perte de poids, une anédonie, une perte de plaisir, donc une apathie, un manque de motivation et qui va être somnolent. À l'inverse, on peut avoir la dépression atypique où là, on va avoir un gain de poids, une hyperphagie, le fait de manger beaucoup, on va avoir du mal à se concentrer, une fatigue sans somnolence. La somnolence, c'est des excès de sommeil. La fatigue, c'est le fait d'être fatigué en journée, mais sans somnolence. Un retard de phase de sommeil, donc l'horloge qui est décalée. On peut avoir la dépression du postpartum, sentiment d'inutilité, culpabilité, réveil matinaux précoce, pensée centrée sur l'enfant, l'impression de ne pas être une bonne mère.
On peut avoir une dépression saisonnière, donc très liée à la photopériode, à la durée des jours. Vous m'aviez invité pour parler de dépression saisonnière, c'est un sujet qui est très important puisque c'est 5% de la population générale et c'est un quart des patients avec troubles bipolaires. Donc c'est un facteur majeur et avec des prises en charge spécifiques. Et ça, on a affaire à une dépression très chronobiologique de l'horloge, avec un certain nombre d'anomalies spécifiques. Et donc, et j'aurais pu continuer encore, encore et comme ça, mais on voit bien que la cause sous-jacente et la physiologie qui explique un peu la maladie, elle est différente quand c'est une dépression, quand c'est une dépression saisonnière, quand c'est une dépression du postpartum, quand c'est une dépression plutôt très ralentie, quand c'est une dépression atypique, quand c'est une dépression accélérée, agitée. Vous voyez, on a des types de dépression qui sont assez différentes et on imagine bien que la physiologie en dessous, elle est différente. Or, actuellement, on va traiter tous ces patients de la même manière. On va mettre un antidépresseur, d'ailleurs, qui soit sédatif ou stimulant. Quand vous faites une étude, vous testez un nouvel antidépresseur, vous mélangez tous ces patients et vous essayez de voir si votre antidépresseur il fonctionne. Et évidemment, un antidépresseur boostant sur quelqu'un qui est déjà boosté, comme ce patient-là qui est irritable, qui a des pensées qui vont très vite, qui dort très mal, qui a des idées suicidaires, etc., eh ben, ça va moins bien marcher, voire ça va aggraver, versus un patient là qui va être au contraire plutôt ralenti. Donc, probablement en plus que cette grande hétérogénéité de tableau clinique, eh ben, elle explique les difficultés qu'on a à avoir des traitements vraiment personnalisés, vraiment spécifiques. Alors, du coup, avec certains auteurs comme Jean Mali, ou John Gottlieb aux États-Unis, on propose eh ben, de retourner sur des dimensions plus primaires, plus centrales dans la maladie, qui sont plus proches de la maladie. Donc le niveau d'activité, les émotions, tout ce qui est processus cognitif, et les cycles veille-sommeil, parce qu'on pense que les cycles veille-sommeil sont présents au cours de toutes les phases de la maladie, et ces altérations au cours de toutes les phases de la maladie. Je vous en ai parlé, hein, c'est même présent pendant les phases annonciatrices, qu'on appelle les prodromes. C'est présent pendant le syndrome de Chronos, je vais vous en reparler, donc au moment de bascule du premier épisode. C'est présent aussi au cours des phases de rémission, et là aussi, hein, pendant très longtemps, et moi quand j'étais interne, hein, j'ai dit beaucoup de bêtises, je disais, on va traiter votre dépression, on va traiter votre manie, et votre sommeil va rentrer dans l'ordre. C'est vrai dans une certaine mesure, souvent les symptômes sont moins intenses, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que plus de la moitié des patients vont quand même avoir une persistance de troubles du sommeil. Et on sait que la persistance de ces troubles du sommeil vont prédire les rechutes. D'accord? Et quand on s'intéresse à ces cycles veille-sommeil, il faut s'intéresser à des sous-dimensions physiologiques assez différentes. La physiologie du sommeil dans sa quantité et sa qualité, l'architecture du sommeil, en résumé, les performances d'éveil, donc le niveau de vigilance, le fait d'être somnolent, donc je vous ai expliqué, hein, c'est le fait d'avoir des excès de sommeil en journée. Vous êtes en réunion, vous êtes en voiture, vous avez des excès de sommeil. Ou le fait d'être fatigué. Et il y a la troisième dimension dont on a aussi un petit peu parlé, ce sont les rythmes biologiques. Donc, c'est cette horloge interne, cette espèce de coucou suisse qu'on a à l'intérieur. Donc, les rythmes circadiens, c'est les rythmes sur 24 heures, ou les rythmes saisonniers qui sont très importants dans les troubles de l'humeur. Alors, autre domaine, donc ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec les collègues de Suisse, une étude qui a été menée par Geoffroy Solelac, qui est ici en photo. La question qu'on me pose souvent, c'est Pierre, est-ce que on a compris évidemment que les troubles de l'humeur, la dépression, la manie donnaient des problèmes de sommeil et que ces problèmes de sommeil pouvaient rester, mais est-ce que le sommeil, quand on souffre d'insomnie par exemple, eh bien, est un terrain à risque d'évoluer vers la dépression? Alors, je vous ai montré Nature Medicine, donc la réponse, vous l'avez déjà. Mais c'est aussi confirmé ici. Et par exemple, ceux qui ont des insomnies plus de 3 fois par semaine en bleu, quand on regarde ici le risque, donc c'est le risque cumulé par rapport à ceux qui ont une insomnie moins de 3 fois par semaine, eh bien, il y a un risque qui est bien plus important de présenter au cours du suivi, là c'est à 2 ans, 5 ans, 7 ans, eh bien, un épisode dépressif. Donc, le souffrir d'insomnie augmente le risque de présenter à l'avenir une dépression. C'est vrai aussi pour la somnolence diurne excessif, le fait d'avoir des excès de sommeil en journée. Et c'est vrai aussi pour un marqueur, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais en termes d'architecture du sommeil, probablement un des marqueurs le plus spécifique d'atteinte, c'est la densité du sommeil paradoxal, la densité des mouvements oculaires rapides.
le REM, c'est Rapid Eye Movement en anglais, eh bien, plus vous avez une densité de ce REM qui est augmentée, donc une densité de mouvement oculaire rapide, et plus vous êtes à risque de présenter de la dépression. Et ça, ces anomalies de sommeil paradoxales, dans la dépression, c'est quelque chose de très connu. Donc, ce qu'on sait maintenant, notamment grâce à cette étude, eh ben, c'est que c'est des conditions qui sont très morbides. Ce n'est pas des cicatrices de la dépression, mais c'est bien des terrains à risque de présenter des troubles de l'humeur. Alors, il y a plein de choses hein, qu'on sait maintenant, hein, et ça, c'est important de le dire, hein, là, je crois que je ne vous ai pas mis une autre étude, mais je vais vous en parler quand même juste après. C'est une étude qu'on vient de sortir avec Balthazar Bazin. Là, je vous parle de la dépression, dépression plutôt type insomnie, et juste après, je vais vous parler, du coup, à l'oral, de la dépression de type hypersomnie. Là, dans cette étude-là, dans l'insomnie, on a observé que les patients ont une latence de sommeil plus longue, ils mettent plus de temps à s'endormir, ils ont des réveils nocturnes plus fréquents, ils ont un réveil matinal précoce, ça, c'est classique dans la mélancolie, on va avoir un réveil vers 4, 5 heures du mat et on est très mal. On se dit comment je vais faire pour affronter cette journée. Et puis, donc la douleur morale est maximale le matin et puis ça s'améliore en passant dans la journée. On a une diminution du temps total de sommeil et on a une efficacité du sommeil qui est réduite. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce sommeil paradoxal, eh bien, c'est probablement la chose la plus spécifique parce que comme c'est ici, là, c'est ici cette phase de sommeil paradoxal, elle est avancée au cours de la nuit. Chez un dormeur normal, on fait du sommeil lent profond, c'est ça, plutôt en première partie de nuit, ce qui est observé ici. Le sommeil lent profond, c'est le sommeil qui est récupérateur, régénérateur. Et le sommeil paradoxal, c'est celui qui sert à digérer ses émotions, à digérer le stress. C'est aussi au cours de ce sommeil qu'on fait la plupart des cauchemars, etc., etc. Bien normalement, ce sommeil paradoxal, on le fait plutôt en deuxième partie de nuit. Il est majoritaire en deuxième partie de nuit. Dans la dépression, de manière tout à fait spécifique et étonnante, eh bien, ce sommeil paradoxal, il est avancé. La latence est raccourcie, il apparaît plus tôt et il est plus dense en première partie de nuit. Ce qu'on observe aussi, c'est que sur ce sommeil à onde lente, ce sommeil lent dont je vous parlais, eh bien, il est réduit. Il est moins important que chez des sujets qui n'ont pas de dépression. Alors, avant de passer à cette image-là, je voulais vous parler des patients qui souffrent d'hypersomnie, avec quelque chose qui est assez pénible, qui est que on dit des patients déprimés, hypersomniaques, hypersomnolents, qu'ils sont clinophiles. Clinophiles, ça veut dire qu'ils aiment leur lit. C'est un terme qu'on n'utiliserait pas pour parler des patients qui ont le Covid, qui ont un cancer ou qui ont des choses comme ça. Ils vont rester au lit, hein, ils vont dormir plus que les autres, mais on ne va pas dire ils sont clinophiles, ils aiment leur lit, etc., etc. Donc je pense que c'est très important. En tout cas, on ne le dira pas pour une plainte d'hypersomnolence, parce qu'on a des patients déprimés qui nous disent, et d'ailleurs des fois aussi pendant les phases de rémission, je vais mieux, mais j'arrive plus comme avant, j'arrive plus à me concentrer au travail, j'arrive plus à me concentrer sur mes études, je m'endors en cours, je suis fatigué tout le temps, je dors beaucoup plus qu'avant, etc. Et chez ces patients-là, on disait oui, oui, ils sont clinophiles. Eh bien non, il faut les enregistrer comme les autres et il faut objectiver. Et ce qu'on a fait, donc c'est notamment un travail qu'on a fait avec Marie-Pia Dorto, le premier auteur, et Balthazar Bazin, et on a montré que chez les patients, des patients qui se présentent pour une plainte de sommeil, on a regardé, on a comparé des gens déprimés et des gens pas déprimés. Et ce qu'on a démontré, c'est que dans 80% du temps, chez les patients déprimés avec plainte d'hypersomnolence, on confirmait objectivement le temps total de sommeil augmenté à plus de 10 heures, ce qui définit une hypersomnie centrale, hein. Et chez ceux qui n'avaient pas de dépression, on confirmait dans 50% du temps. Donc contrairement aux idées reçues, on confirme encore plus chez les gens qui ont une dépression la plainte d'hypersomnolence que les sujets non déprimés. Normalement, quand les gens sont déprimés, on dit, ah bah vous êtes déprimé, circulez, il n'y a rien à voir, c'est pas un problème de sommeil, c'est une clinophilie. Donc ça, c'est une étude qu'on a publiée l'an dernier. Et deuxième idée reçue, on a dans l'idée que les patients déprimés évaluent mal leur sommeil. Là encore, eh bien, on a montré que les patients, en fait, évaluent même mieux leur temps total de sommeil quand ils sont déprimés
quand ils ne sont pas déprimés. Et il l'évalue plutôt bien, globalement, il y avait une erreur d'à peu près 10 minutes. Donc, le message, c'est arrêtons toujours de parler de clinophilie. Je ne dis pas que le lit n'est pas un refuge pour les gens qui sont déprimés, hein. Effectivement, le lit peut être un refuge. Mais quand les gens qui ont une dépression nous disent je dors plus que d'habitude, eh bien, ils dorment vraiment plus que d'habitude et on objective ça de la même manière que quand on n'est pas déprimé et ça peut être traité comme une hypersomnie centrale, comme les gens qui n'ont pas de dépression. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important de le dire. Et ces biomarqueurs sont importants parce que, ils permettent aussi de déstigmatiser, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, quand on est déprimé et qu'on dit qu'on dort vraiment plus, on dort vraiment plus. Et quand on dit qu'on est insomniaque et que le sommeil se perturbe, eh ben, c'est vraiment l'architecture qui est modifiée et perturbée. Et l'anomalie, et ça, on a résumé ça sur cette figure qui paraît un petit peu compliquée, mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a un certain nombre en fait, de polymorphismes génétiques, c'est-à-dire de vulnérabilité génétique sur, si vous pouvez couper votre micro, Madame Melon. Pardon. On a un certain nombre, on sait, hein, il y a un certain nombre de polymorphismes génétiques sur les gènes de l'horloge qui sont associés donc aux pathologies du sommeil, qui vont prédisposer à présenter des troubles du sommeil, mais aussi qui vont prédisposer à présenter des troubles de l'humeur. On a ce qu'on appelle des interactions gène-environnement. De manière très simple, c'est le fait de dire bah, il va y avoir des interactions entre l'environnement, donc par exemple un stress, un traumatisme, une infection, qui va faire émerger une vulnérabilité préexistante. Et on est tous porteurs de facteurs de protecteurs, facteurs de vulnérabilité. Il y a des familles, c'est cancer du poumon, d'autres le côlon, d'autres c'est Alzheimer, d'autres c'est l'infarctus, d'autres c'est l'AVC, et certains, bah, c'est le trouble bipolaire. Voilà, c'est comme ça. Et donc, sur une vulnérabilité parfois génétique, un environnement qui va être stressant et qui va impacter le neurodéveloppement, on va présenter des symptômes qui vont augmenter en intensité sur l'activité, sur les cognitions, sur les émotions et la gestion et la régulation des émotions, et sur ces rythmes veille-sommeil dont je vous parlais. Ça, c'est les quatre piliers, c'est les quatre grandes dimensions physiologiques des troubles de l'humeur. Et notre espoir, nous, c'est que ici, on puisse choper ce moment de bascule. J'insiste beaucoup sur ce moment de bascule parce que tout le monde travaille, il y a beaucoup enfin, les gens qui s'intéressent aux signes annonciateurs, ils s'intéressent au prodrome. C'est souvent des symptômes dans l'adolescence, dans l'enfance, etc. Bon, on peut pas y faire grand-chose. Ce moment de bascule, ce syndrome de Chronos, si on comprend le moment de bascule dans le trouble bipolaire, on comprend tout. On comprend la maladie, on comprend pourquoi la maladie fait que bah, d'une tristesse, de quelque chose qui va pas bien, bah, on va rentrer vraiment complètement dans la rupture du fonctionnement et de l'épisode dépressif complet ou la manie. Et puis surtout, on peut intervenir. Donc ça, c'est vraiment ce moment de bascule, il faut le comprendre pour comprendre la maladie. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains hein, qui, bon, d'ailleurs, avaient des troubles de l'humeur. Il y a aussi beaucoup d'écrivains qui avaient des troubles du sommeil. Et Proust, notamment dans son roman À la recherche du temps perdu, évidemment, parle beaucoup de son sommeil. Et je voulais vous citer un moment de Proust qui illustre vraiment cette chose-là. C'est quand le sommeil s'altère, quand on dort bien, on dort bien. Et globalement, on ne mesure pas ce que c'est que d'avoir des problèmes de sommeil. C'est quand le sommeil commence à s'altérer un petit peu qu'on mesure ce que c'est que mal dormir, ce que c'est que la plainte de sommeil. Et quand on l'a, on n'en doute pas. Et donc, en fait, comme symptôme annonciateur de rechute, comme symptôme de bascule, c'est quelque chose qui est repéré très facilement. Et Proust le dit de manière très jolie, il dit, un homme qui chaque soir tombe comme une masse dans son lit et ne vit plus jusqu'au moment de s'éveiller et de se lever, cet homme-là songera-t-il jamais à faire, sinon de grandes découvertes, au moins de petites remarques sur le sommeil? À peine sait-il s'il dort. Un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil, projeter quelques lumières dans cette nuit. Bon, évidemment, Proust le dit de manière magnifique, mais, voyez, c'est aussi une force, c'est-à-dire le fait d'avoir eu ces altérations du sommeil, ça donne des outils fantastiques pour reprendre une certaine forme de contrôle de la maladie et repérer
ces anomalies. Et donc ça, c'est le Master 2 de Louise Basquin qu'on a publié l'an dernier, où on s'est intéressé justement à ce syndrome de Chronos et à ces altérations du sommeil juste avant le moment de bascule. Et donc très concrètement, c'est des patients qui étaient hospitalisés chez nous à Bichat, et ils étaient hospitalisés pour un épisode maniaque ou pour un épisode dépressif du trouble bipolaire. Et on a interrogé, on a essayé de voir quels symptômes ils avaient présentés et quelle était la progression de ces symptômes. Le premier message à donner qui est très très important et qui va renforcer l'idée qu'il faut s'entraîner, c'est que les patients, donc c'est la première colonne, quand on leur demande si ils dormaient mal avant l'épisode, ce qu'ils arrivent à rapporter, c'est la plainte d'insomnie. C'est oui, je dors mal, plainte d'insomnie. Vous voyez, plus de la moitié d'entre eux spontanément disent ça. Et quand on va rechercher de manière standardisée les différents types de troubles du sommeil, et je vais vous en présenter certains par la suite, le fait d'être somnolent en journée, de s'endormir, la fatigue, le fait d'avoir des cauchemars, des mauvais rêves, un syndrome des jambes sans repos, bref, on va chercher toutes les autres pathologies du sommeil. Et bien là, c'est la deuxième colonne. En fait, ils ont plein d'autres anomalies du sommeil. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Et oui, effectivement, j'ai eu des cauchemars. C'est vrai que je rêvais différemment de d'habitude. C'est vrai que je frottais des dents. C'est vrai que, etc., etc., etc. Donc, c'est hyper important d'aller rechercher ensemble, soignants et patients, les différents types de troubles et d'altérations pour avoir en fait une lecture beaucoup plus fine. Et quand on fait ça, en fait, eh ben, on se rend compte que quasiment 90% des gens, avant leur dépression, ont perçu des altérations de leur sommeil. Et avant la manie, alors que souvent, dans la manie, on parle d'anosognosie, c'est-à-dire les patients ne repèrent pas leur épisode maniaque. C'est l'entourage qui se rend compte que ça va trop vite, que c'est too much, etc. Mais les patients se disent anosognosiques, c'est-à-dire ils ne repèrent pas. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Plus de trois quarts d'entre eux, quand on les entraîne, en fait, ils savent très bien repérer les altérations de sommeil qu'ils ont eues avant leur épisode maniaque, leur épisode d'accélération. Et là, j'ai mis en bleu la colonne dépression et en rouge la colonne de l'épisode maniaque. En fait, ce qu'on montrait, c'est que donc l'insomnie, le fait de mal dormir, évidemment, ça concerne les deux pathologies et c'est très fréquent. Ça, je vous en ai déjà parlé. La somnolence, vous voyez, dans la dépression, il y a plus de la moitié des patients quand même qui augmentent leurs besoins de sommeil. Un quart qui sont somnolents en journée, qui s'endorment en journée, et un quart d'entre eux qui ont une inertie du sommeil, c'est-à-dire le matin, ils ont du mal à se réveiller. Ils ont du mal à passer d'une phase de sommeil à une phase d'éveil. Ils vous disent, voilà, il me faut 5 cafés, 6 cafés, 10 cafés. Donc ça, c'est des signes annonciateurs. La moitié d'entre eux qui sont somnolents, qui augmentent pardon, la moitié d'entre eux qui augmentent leur temps total de sommeil, un quart qui sont somnolents, un quart. Vous voyez, c'est des choses tout à fait repérables. Les parasomnies, là aussi, c'est énorme, hein. C'est la moitié des patients déprimés, 40% des patients en phase maniaque. Des rêves qui sont trop forts, 30% d'entre eux. Cauchemars, un quart d'entre eux. Les cauchemars, je vais vous en reparler parce que c'est vraiment hyper important. Un quart pour ceux qui ont des mauvais rêves. Les mauvais rêves, ça ne réveille pas. Et les cauchemars, c'est des mauvais rêves qui réveillent le dormeur. La somniloquie, c'est le fait de parler la nuit. 12% qui se mettent à parler la nuit avant les épisodes, ils ne le faisaient pas avant. Et les idées suicidaires au cours de la nuit, là, c'était jusqu'à 16% d'entre eux qui étaient en phase maniaque. Là aussi, c'est un signe d'alerte et je vais en reparler juste après. Il y avait des choses assez étonnantes. Par exemple, le bruxisme. Le bruxisme, c'est le fait de frotter ses dents, comme ça avec les dents. Eh bien, en 35% des patients, avant un épisode maniaque, frottent leurs dents, ce qu'ils ne font pas habituellement. OK? Et les impatiences dans les jambes, c'est 20% d'entre eux avant la dépression, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un exemple, mais ça, je vous donne des données un peu au niveau groupe, mais chaque patient est différent et chaque patient a des symptômes qui lui sont propres. Donc, en fait, c'est vraiment porteur d'énormément d'espoir parce que eh ben, ça ouvre des fenêtres d'intervention spécifiques, spécialisées pour prévenir, pour accompagner les patients. Nous, on a développé un programme en 4 séances à Bichat. J'espère que, donc là, il y a un essai thérapeutique en cours sur ce programme-là et on va le publier. J'espère que ça va se développer après ailleurs dans le monde parce que les retours qu'on a, ils sont vraiment excellents. C'est très satisfaisant
pour tous. On a l'impression voilà, de travailler des choses concrètes et qui vont être utiles pour la suite. Donc, on attend que l'essai thérapeutique nous montre que c'est bien utile et que c'est bien efficace. Mais rien que là, en tout cas, on a l'impression que ça fait au moins du bien et, et que ça apporte une connaissance beaucoup plus importante de la maladie. Alors là, c'est une étude qu'on a fait avec Julia Marwani. Et pour vous dire, parce que souvent on dit, bon, bah, le sommeil, quand on dort mal, etc., il ne faut pas chaque chose en son temps, il faut pas le faire en phase de dépression, etc. Eh bien, c'est faux. Ça marche pendant la dépression. Ça marche même très bien. Notre étude est une étude parmi plein d'autres études qui montrent que la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, ça marche en phase aiguë. Notre étude, ce qui apporte par rapport à peut-être aux autres études, c'est qu'on s'est intéressé aux facteurs prédictifs de réponse à cette thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Alors, d'abord, première idée reçue aussi, c'est que quand on pense que les gens prennent des hypnotiques, ça va pas marcher, etc., c'est faux. Et au contraire, faire cette thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, qui est le traitement de première ligne de l'insomnie avant les médicaments, eh bien, justement, ça permet de réduire les médicaments hypnotiques. Et ça permet aussi d'améliorer les symptômes dépressifs. Donc, c'est-à-dire, évidemment, les gens dorment mieux, c'est quand même l'objectif. Mais en plus de mieux dormir, ils sont moins déprimés. Donc, ça agit aussi. Ce qui est assez logique, hein. Quand on dort mieux, on est un peu moins déprimé. Mais en tout cas, on le montre. Et quand on regarde les facteurs prédictifs de bonne réponse à cette thérapie spécialisée dans l'insomnie, eh bien, c'est le fait d'être considéré comme résistant au traitement, d'avoir des dépressions résistantes. Donc probablement, on était très étonné de ce résultat-là, mais en fait, probablement que ces patients résistants étaient résistants parce qu'ils dormaient mal et que cette dimension sommeil n'était pas adressée, n'était pas traitée. Les patients qui ont une caractéristique saisonnière sont plus répondeurs que les autres. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Probablement pas parce que il y a toute une partie d'entraînement des rythmes et une partie chronobiologie quand même. Et le fait d'avoir un retentissement diurne, d'être fatigué, d'être somnolent en journée, là aussi, c'était des patients qui étaient euh, des bons prédicteurs de réponse. Ceux, par contre, qui répondent un peu moins bien, mais qui répondent quand même, hein, mais qui sont moins répondeurs que les autres, ça, c'est qu'on soit déprimé ou pas déprimé, c'est pareil. Dans l'insomnie, c'est ceux qui ont un temps total de sommeil qui est très réduit. Et ceux qui dorment moins de 5 heures, c'est les patients les plus sévères. C'est ceux qui répondent un peu moins bien à la thérapie cognitivo-comportementale à l'insomnie. Alors, ça a été publié très récemment dans JAMA Psychiatry par une autre équipe. Et ça, c'est vraiment très, très c'est important de le dire. C'est-à-dire que chez des patients qui souffrent de dépression, traiter la dimension insomnie en bleu et bleu clair, que le patient soit en rémission de son insomnie ou pas, c'est le bleu clair, c'est-à-dire en fait, les patients n'ont pas répondu. Eh bien, vous voyez, les deux, ils ont moindre chute de dépression que les gens qui n'ont pas eu de traitement pour l'insomnie. Donc en fait, traiter le sommeil et s'intéresser au sommeil, qu'on ait eu une amélioration de son sommeil ou pas d'amélioration de son sommeil, eh bien on a un risque qui est diminué de récurrence de dépression. Alors ça, je voudrais juste vous dire parce que on a beaucoup de mauvaises pratiques autour du sommeil. Le traitement de première intention dans le sommeil, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. D'accord? C'est ce qui marche et ça doit toujours être fait. Il y a des groupes en plus spécialisés, comme nous on a à Bichat, mais il y a plein d'autres endroits où il y a des groupes. Nous, c'est spécialisé pour les patients. On ne prend que des patients qui ont des troubles psychiatriques. On refuse les patients qui n'ont pas de troubles psychiatriques parce qu'on a adapté toutes nos thérapies aussi pour. Il y a les benzos, il y a les antidépresseurs, évidemment. Mais il y a deux nouveaux traitements qui sont arrivés, les antagonistes des récepteurs de l'orexine, qui ont un niveau de preuve très élevé. On a des données en vie réelle qui montrent que ça fonctionne aussi bien chez les patients avec troubles psychiatriques. Et la mélatonine, je crois que je vous en avais déjà parlé, puisque je travaille pas mal sur ça. Et là aussi, la mélatonine, ces deux traitements, c'est des traitements qui ont intégré les nouvelles recommandations européennes auxquelles j'ai participé, et j'ai travaillé, quand même là, je dois vous le dire, avec des industriels qui développent ces molécules antagonistes à l'orexine ou qui développent la mélatonine. J'ai travaillé avec Circadin et Haro. Ce qui n'est pas recommandé, c'est les autres traitements. Et
notamment le Donormil, notamment tous les antihistaminiques, niveau de preuve très élevé pour dire que ce n'est pas recommandé, niveau de preuve insuffisant, risque possible. Les antipsychotiques, la kétiapine qui est par exemple qui explose dans ses prescriptions, le tertian, etc. On peut le donner, hein, on peut le donner, mais pour traiter des symptômes maniaques, traiter l'anxiété, des choses comme ça, etc. Mais si c'est pour traiter de l'insomnie, là non. D'accord? Les antipsychotiques ont des effets secondaires et ont des effets résiduels en journée possibles que les traitements de l'insomnie n'ont pas. La mélatonine a libération immédiate ou rapide, donc notamment celles qui sont en préparation des fois ou en parapharmacie. Donc cette mélatonine, elle n'est pas indiquée pour l'insomnie. C'est celle à libération prolongée. La libération immédiate, elle est intéressante pour les pathologies de l'horloge, les retards de phase, avance de phase, jet lag, etc. Plantes phytothérapeutiques, valériane, passiflore, etc. Niveau de preuve très élevé pour dire qu'on n'a pas assez de preuves actuellement pour recommander ça dans l'insomnie. Peut-être vous allez avoir une question sur le CBD, puisque le CBD est très à la mode. Le CBD, niveau de preuve insuffisant pour dire que c'est utile dans l'insomnie. Voilà, j'arrive sur mes dernières slides. Les cauchemars, je voulais vous en parler parce que les cauchemars, c'est vraiment un signe d'alerte très très important. Nous, on s'intéresse beaucoup aux cauchemars. On a des groupes de traitement des cauchemars. Les cauchemars sont très prévalents chez les sujets qui souffrent de troubles bipolaires, sont très prévalents dans la dépression, sont très prévalents dans le psychotraumatisme. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que des patients qui avaient été hospitalisés chez nous après une tentative de suicide, hélas, et qui étaient déprimés, eh bien 80% d'entre eux avaient altéré leurs rêves les mois précédents. 67% avaient fait des mauvais rêves 4 mois avant en moyenne. 3 mois avant, ils avaient fait des cauchemars, donc c'est des mauvais rêves qui réveillent le dormeur. Et jusqu'à un quart d'entre eux avaient joué 1 mois et demi avant le scénario suicidaire qu'ils ont effectué par la suite. C'est-à-dire, bon, ils ont pensé à quelque chose et ils l'ont mis en action 1 mois et demi plus tard. Donc quand on sait que un patient sur deux qui s'est suicidé a rencontré un professionnel de santé dans le mois précédent, il faut absolument qu'on s'améliore sur le dépistage de la crise de suicidaire. Et chez quelqu'un qui va pas bien, lui demander si ses rêves se sont altérés, comment il rêve. Enfin, c'est ma slide d'après, hein, qu'on a publié dans Bipolar Disorder. C'est comment rêvez-vous? C'est une question très simple à poser. C'est un changement très simple à apporter pour les professionnels de santé pour mieux dépister la crise suicidaire. Et moi, ça a changé ma pratique. On continue de travailler sur cet axe-là, mais ça a changé ma pratique et systématiquement aux urgences, chez les patients que je vois en consultation qui vont pas bien, c'est une question que je pose maintenant pour possiblement évaluer un facteur d'alerte. C'est aussi une question que vous pouvez poser évidemment à vos proches. Et voilà. Et là, pour finir, ce que je pense aussi, c'est que euh, je vous ai montré un certain nombre de marqueurs, de facteurs cliniques qui s'altèrent. Et je pense que le numérique, l'intelligence artificielle va permettre de comprendre chaque patient. Parce que chaque patient est différent, chaque patient a des altérations et des symptômes qui sont un peu différents. Et c'est une équation complexe. Et donc, on a essayé ici, par intelligence artificielle, on avait en moyenne 62, on avait 100 marqueurs physiologiques en tout. Et on a, pour chaque patient, essayé d'identifier une signature de sa dépression. On entraînait le modèle sur 3 mois et on lui demandait de prédire les 3 mois suivants, de prédire les symptômes dépressifs sur les 3 mois suivants. Donc 90% du temps, on y arrivait bien à prédire. Et chaque patient avait 62 marqueurs qui lui étaient propres de sa dépression. Et vous voyez ici, des fois c'est des marqueurs de sommeil, des fois c'est des marqueurs de variabilité cardiaque, rapidité cardiaque, d'activité ou des marqueurs liés à tout ce qui est respiration et fonction pulmonaire. Vous voyez, ça c'est un patient 1, le patient 5, en fait, il a une autre combinaison de marqueurs. Donc ça, c'est une première étude. C'est la première fois qu'on y arrive hein, à montrer une biosignature individuelle de la dépression et que ça marche. Moi, je pense qu'on y arrivera en ayant des approches comme ça, très personnalisées et très individuelles. Voilà, ça se développe. On espère que ça va un jour arriver sur le marché, etc. Il y a plein d'autres initiatives qui sont en cours, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, on y arrive et tout ça est en train
est en train d'arriver et va permettre de se personnaliser. Et probablement que pour ce syndrome de Chronos, ce moment de bascule, en fait, il va falloir aussi qu'on ait une lecture un peu de ce phénomène un petit peu complexe. Donc, vous voyez, en conclusion, tout l'intérêt d'aller identifier ce moment de bascule, ce syndrome de Chronos, qui est prédictif d'une conversion imminente vers un épisode de l'humeur. Ça pourrait permettre de mieux comprendre la physiopathogénie de la maladie, les processus de mise en place de la maladie. Ça pourrait permettre de mieux développer des stratégies de prévention et de psychoéducation personnalisée, d'intervenir tôt sur le plan psychothérapeutique et chimiothérapeutique, beaucoup plus tôt, parce qu'on intervient souvent beaucoup plus tard. Hein. Vous savez qu'il y a 10 ans 8 à 10 ans de retard diagnostique, d'adapter les prises en charge thérapeutiques et aussi d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Si on comprend la bascule, eh ben, on peut identifier des nouvelles voies thérapeutiques. Cette dimension insomnie, la dimension sommeil, elle est tout à fait centrale hein, et elle est présente au cours de toutes les phases de l'humeur. Il faut la traiter. D'abord, ça améliore le sommeil, ce qui est déjà important, mais ça permet aussi de diminuer les symptômes psychiatriques, comme je vous l'ai dit. Et aussi, bien sûr, l'idée, c'est d'aller prévenir les récurrences. Et je vous ai montré, il y a un très beau JAMA psychiatrique qui montre que ça prévient les récurrences. Il y a d'autres études qui montrent ça. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de ces maladies, hein, c'est d'empêcher évidemment les épisodes de revenir. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je voudrais remercier, j'ai montré quelques têtes de collaborateurs qui travaillent et je vous ai montré des résultats d'études qui ont été faits avec toute une équipe clinique, qui est l'équipe de Bichat, qui est l'équipe du Centre Chronos et toute une équipe de recherche qui est l'équipe Neurodhydro. En ce moment, je suis à Neurodhydro et qui est l'équipe de recherche Sleep Command. Voilà, et puis je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bah, merci, monsieur. Merci. C'est passionnant. C'est passionnant. Enfin, pour moi, c'est novateur. J'imagine que pour d'autres aussi. Et en fait, on n'a pas tellement de questions parce que les gens étaient un peu, je pense, sidérés. Il y a eu un effet de sidération. Ouais, c'est vrai qu'il faut être très attentif et qu'à ce moment-là, on ne pense pas à poser des questions. Moi, je vais vous en poser une tout de suite, toute bête. C'est quoi une insomnie? C'est une très bonne question. Parce que la plainte d'insomnie, le fait de mal dormir, c'est 30% de la population française. Mais la maladie insomnie, ce qu'on appelle le trouble insomnie, ça, c'est le fait de mal dormir, soit le fait d'avoir du mal à s'endormir, soit le fait de se réveiller la nuit, soit le fait de se réveiller trop précocement, au moins 3 nuits par semaine, pendant au moins 3 mois. Donc il y a quand même un caractère chronique. Et surtout, on doit avoir un retentissement diurne, c'est-à-dire que ça doit impacter la journée. Et donc, de la fatigue, du mal à faire ses tâches, de la somnolence en journée. Donc, c'est une pathologie des 24 heures, l'insomnie. Ce qui est important de dire, c'est que le trouble insomnie, c'est un trouble indépendant. C'est pour ça qu'il faut traiter les deux en même temps, le trouble bipolaire ou la dépression et l'insomnie en même temps. Voilà. C'est pas que un symptôme, parce que moi, alors moi je suis très content parce que comme il y a plein de molécules, il y a plein de nouveaux traitements qui arrivent sur l'insomnie, maintenant on m'invite en congrès ou ailleurs pour parler de l'insomnie, mais avant, il y a 10 15 ans, on m'invitait pour parler de dépression, pour parler de troubles bipolaires et d'insomnie. Sous-entendu, l'insomnie est un symptôme de la dépression ou du trouble bipolaire. En fait, il y a un moment donné où l'insomnie va être une maladie à part, qui va rouler pour son compte. Et c'est l'exemple, enfin, l'exemple typique, par exemple, c'est la dépression du postpartum. Et la femme qui a vécu cette dépression du postpartum, elle va être guérie de sa dépression, elle va sortir de sa dépression, mais elle va garder un trouble insomnie. Et elle va garder, c'est Marie Dariussec, par exemple, qui a écrit son livre Pas dormir. C'est à la page 283. 283, elle raconte, elle a accouché de son enfant et elle n'a jamais retrouvé son sommeil. Elle est restée avec son trouble insomnie et voilà. Donc voilà, c'est une maladie qui est indépendante et qui doit être traitée de manière indépendante. Mais qui peut être déclenchée par le trouble bipolaire, etc., qui peut précéder le trouble bipolaire, cause ou conséquence. Enfin voilà, ça peut aller dans les deux sens. Oui, alors j'avais une autre question à vous poser avant. C'est que vous étudiez le sommeil comment? Alors, on étudie le sommeil de plein de manières différentes. On l'étudie avec des entretiens classiques, des échanges, des questionnaires standardisés, parfois de l'actigraphie. Donc, l'actigraphie, c'est les montres, mais maintenant, en fait, c'est des accéléromètres. Maintenant, tout ce qui est portable, montres connectées,
euh, permettent de mesurer un peu les cycles veille-sommeil. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de le mesurer au domicile des patients sur plusieurs jours. Donc, par exemple, de voir s'il y a des rythmes irréguliers, des retards de phase, des choses comme ça qui sont très fréquents. Et ça peut être étudié en laboratoire du sommeil, en centre du sommeil, où là, on va avoir accès à l'architecture du sommeil, au sommeil lent profond, au sommeil paradoxal, à ces choses-là que je vous ai évoquées. D'accord, merci. Alors, je lance les questions. Nous avons une question d'Hélène qui dit quelle durée d'altération du sommeil est préoccupante dans le cadre d'une phase maniaque en approche? Eh ben, c'est une très bonne question, Hélène, et j'ai pas de réponse universelle à vous donner parce que ça dépend de votre sommeil habituel. Si votre sommeil habituel, il n'y a pas de, il y a pas de seuil. Si votre sommeil habituel, c'est 9 heures, il n'y a aucun problème à être un long dormeur, 10 heures, 11 heures. Je rappelle, hein, Einstein dormait 12 heures. Et Einstein a fait des trucs pas trop mal. Donc voilà. Bon, ouais, prenons Einstein. Si Einstein, son sommeil habituel, c'est 12 heures, si Einstein se met à dormir 8 heures, c'est inquiétant. Une réduction de 4 heures de sommeil, c'est important. Si vous, la moyenne de la population, c'est 7-8 heures. Si vous commencez à dormir, à diminuer votre temps total de sommeil, et que vous n'avez dans la manie, en fait, on parle de réduction du temps total de sommeil, réduction du besoin de sommeil sans fatigue. Donc, c'est en fait, vous dormez moins que d'habitude et vous n'êtes pas fatigué. Bah là, là, c'est inquiétant, effectivement, parce que ça peut être le début de quelque chose. Et si en plus, à chaque épisode maniaque, ça commence comme ça commence par un besoin de sommeil qui diminue, eh bien, c'est un signal d'alerte et il vaut mieux intervenir tôt pour éviter toutes les complications de l'hospitalisation, des traitements un peu plus lourds, etc. Blandine? Oui, il y a Vanessa qui nous demande quels conseils donnez-vous pour anticiper le changement d'horaire de printemps et ses conséquences sur le sommeil? C'est une excellente question parce que le changement de printemps, c'est le pire, en fait, contrairement à ce qu'on pense. On pense tous que c'est l'hiver. Et en fait, c'est le pire. Et même pour vous dire, il y a plus 6% plus 6% d'accidents de la route, il y a plus de suicides, il y a plus. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est on va perdre 1 heure de sommeil. Donc, il faut avancer de un quart d'heure. Il faut aller se coucher plus tôt. Mais c'est difficile d'aller se coucher plus tôt d'emblée d'1 heure. Alors, si on s'y prend au dernier moment, allez vous coucher 1 heure plus tôt. Parce que ce qui est le problème dans le trouble bipolaire, c'est la privation de sommeil, qui des fois peut. Voilà, donc on fait privation de sommeil, plus bah, on vit un jet lag, c'est un jet lag d'1 heure, mais c'est un petit jet lag quand même. Donc les trois conseils, c'est un, arriver avant le changement d'horaire sans privation de sommeil, en ayant déjà un bon stock de sommeil, en étant déjà bien. Deux, avancer progressivement son horaire de coucher. Si possible, 15 minutes régulièrement. Vous y prenez, par exemple, 4 jours avant, hop, vous avancez d'un quart d'heure, le lendemain de 30 minutes, encore de 3 quarts d'heure, et puis après, la veille, vous êtes à 1 heure, donc pouf, vous avez déjà fait votre décalage, et ça se passe très bien. Si vous vous y prenez juste 2 jours avant, bah, vous avancez votre coucher de 30 minutes, puis 1 heure avant le décalage horaire, et vous ne subissez pas de privation de sommeil. Et le lendemain, voilà. Alors, ce qu'on montre, c'est que sur les changements d'horaire, un sujet sans trouble bipolaire met à peu près une semaine. Quand on a un trouble bipolaire, on met à peu près 15 jours à se resynchroniser, quoi. On met souvent un peu plus de temps. Mhm. Voilà, il faut juste le savoir et ça se passe très bien. Alors, moi, j'ai une question de Florian. Bonjour, en état stable, j'ai l'habitude de dormir 7-8 heures. Depuis 2 semaines, je me réveille toutes les heures à partir de 2 heures du mat. Je suis plus angoissée la journée. Que puis-je faire pour trouver un sommeil normal? Et bien alors, je pense qu'il faut, d'abord, c'est très bien de sentir qu'il y a un truc d'alerte. Parce que la première marche, c'est de réussir à repérer. Donc déjà, c'est, avoir repéré, c'est le début du traitement. Et la deuxième étape, c'est d'en parler à son psychiatre, voire de bénéficier d'une évaluation par un psychiatre qui s'y connaît en sommeil, de remplir un agenda de sommeil. J'ai écrit un livre que vous recommandez sur le site Argos, donc je vous remercie, où il y a un agenda de sommeil dessus, il y a un certain nombre de choses.
J'ai aussi, et vous n'êtes pas obligé d'acheter mon livre, mis en libre accès sur le site du Centre Chronos en téléchargement gratuit l'agenda de sommeil. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même et ça vous permet de repérer votre agenda de sommeil et de comprendre vos cycles, où vous en êtes, qu'est-ce qui agit sur les cycles de sommeil. Et en fait, enfin, faites-le parce que c'est une expérience vraiment intéressante. Juste en indiquant ces rythmes de sommeil, on se rend compte de plein de choses sur ces comportements de sommeil. Et moi, donc, ce que je vous conseille, en tout cas pour le cas précis que vous signalez, les signaux semblent effectivement euh, à prendre en charge, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment en parler à son psychiatre et je pense qu'il faut agir, quoi. Merci pour Florian. Et Alors, il y a l'insomnie, mais avant de se jeter sur l'insomnie, ça peut être lié à d'autres troubles. Ça peut être lié à du syndrome des jambes sans repos, ça peut être lié à du retard de phase, ça peut être lié à des apnées du sommeil, ça peut être lié à d'autres choses que votre médecin va devoir éliminer. alors, justement, j'ai une question de Jeannette qui dit, si mon ado prend du poids et dort peu, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Euh, oui, je vais, je vais être honnête. Pendant très longtemps, on a cru que le fait de peu dormir, bah, c'était bien pour le poids parce que on cramait de l'énergie, on cramait des calories en quelque sorte et donc on maigrissait. Alors, quand on est en phase malaxe, c'est différent parce que comme on est accéléré, effectivement, là, des fois même on ne mange pas, etc., etc. Mais c'est l'inverse. Quand on dort peu, c'est associé à de l'obésité. Pourquoi? Parce que le fait de peu dormir perturbe tout ce qui est absorption lipidique, envie de satiété. Vous l'avez probablement déjà vécu. Après une nuit blanche ou mal dormi, le lendemain, vous avez envie de sucre, vous avez envie de McDo, vous avez envie de trucs comme ça, etc. Donc, voilà. Maintenant, il faut voir pourquoi c'est toujours pareil. Le sommeil s'est réduit. Et pourquoi il y a une prise de poids? Est-ce que c'est lié au traitement? Est-ce que c'est iatrogène? Est-ce que c'est parce que c'est des symptômes dépressifs qui reviennent? Enfin, il va falloir faire une petite enquête de police pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Et du coup, ce qui est là toujours intéressant dans le sommeil, c'est que la réponse, elle sera personnalisée. Bah, si c'est de l'insomnie, d'endormissement, de maintien, si c'est du retard de phase, on va faire de la lumino, on va faire de la mélatonine. Si c'est des apnées, on va faire de la PPC. Enfin, vous voyez, on va personnaliser en fonction de ce qui cause les perturbations du sommeil. On a une autre question. Est-ce que la mélatonine convient avec tout type de médicaments des troubles bipolaires? Oui, on a fait des recommandations sur la mélatonine. C'est les mêmes recommandations que dans la population générale. Donc, c'est libération prolongée à partir de 2 milligrammes et au-dessus pour l'insomnie chronique, pour le trouble insomnie. Et c'est inférieur à 1 milligramme en libération immédiate pour tout ce qui est pathologie de l'horloge. Mais ça marche dans le trouble bipolaire comme dans les autres pathologies. Et la mélatonine, ça marche particulièrement bien quand il y a des troubles du neurodéveloppement associés, type TDAH, hyperactivité, type autisme. Là, les pathologies du neurodéveloppement, on dit qu'il ne faut pas s'acharner sur les mesures comportementales du sommeil, etc., notamment chez les enfants, parce que 80% d'entre eux, en fait, ne répondent pas aux mesures comportementales, alors que c'est l'inverse. 80% répondent à la mélatonine. Faut pas, on a un truc un peu inversé, c'est-à-dire et les enfants sans trouble du neurodéveloppement, 80% répondent aux mesures comportementales. Vous voyez. Donc oui, c'est un traitement qui est intéressant, qui est plutôt bien toléré et qui marche dans le trouble bipolaire comme il marche chez les gens qui n'ont pas de trouble bipolaire. Et après, tout le monde ne répond pas à ce traitement-là comme les autres traitements. Mhm. Alors, moi, j'ai un Merci. spectateur anonyme. Bonjour, mon mari a été diagnostiqué il y a 2 ans. Il est sous lithium depuis octobre. Après un épisode d'hypomanie de 1 mois, il est en dépression depuis 6 mois, hypersomnie, irritabilité. Il prend aussi de l'aripiprazole. Il semble en épisode de pré-hypomanie depuis 2 jours. Comment casser ce début? Quand va-t-il aller mieux? Mm. Bah, on est exactement dans ce qu'on, bah, on est en plein dans ce qu'on est en train de se dire là. Oui. En fait, je suis désolé de ne pas pouvoir apporter de réponse toute faite parce qu'en fait, ça dépend de votre mari, ça dépend des traitements qu'il a déjà eus, ça dépend du suivi qu'il a. Peut-être qu'il va falloir augmenter la ripiprazole à 20 ou 30. Peut-être qu'il va falloir ajouter une ziquette de Soliant, de Zyprexa,
d'un traitement qui va, pouf, qui va... mais effectivement, là, on est dans le moment où il faut, paf, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut décapiter l'espèce de montée en puissance. Et je pense que, madame, vous êtes en train de le sentir, vous êtes en train de sentir que ça monte, qu'il faut agir, parce que sinon, après, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, en fait. Donc là, je vous souhaite d'avoir une action rapide grâce au médecin. Et pour la suite, ce qu'il faut, c'est travailler ces moments-là. Si ça revient, d'abord, quels sont les symptômes, quels sont les warnings, surtout le travail avec votre mari, parce qu'il faut qu'il reprenne le contrôle de sa maladie. C'est insupportable mais de subir ces épisodes et ces symptômes qui arrivent. C'est hyper précieux que vous restiez là, vous restiez proche de lui et l'étayage des patients, comprendre la maladie, c'est vraiment important. Et de se dire, bon, bah, si ces symptômes-là reviennent, en fonction de l'intensité des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et à quel moment, à quelle hauteur de symptômes, il faut que j'aille en hospitalisation parce que là, c'est too much. Je vais prendre des risques pour moi au niveau professionnel, pour ma santé, etc., etc. Mais tout ça, ça se prévoit, quoi. Et si on ne le prévoit pas, quand les symptômes se représentent, et ben, à nouveau, on est surpris, on ne sait pas comment faire. Et voilà. Émilie? Oui, j'ai une question de Caroline. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez beaucoup de remerciements. Je suis stable depuis plus d'un an, mais je me réveille 4 à 5 fois par nuit. Je me rendors facilement. Suis-je à risque de refaire une dépression? Si oui, comment traiter ces réveils nocturnes? Alors, si vous avez un retentissement en journée, ces troubles du sommeil, si ces troubles du sommeil sont pénibles, effectivement, vous êtes à risque de rechuter. Plus à risque, ça ne veut pas dire que vous allez rechuter. C'est impossible de dire oui, 100% ou voilà. Et surtout, on vous souhaite de ne pas rechuter. Mais le fait d'avoir un trouble insomnie augmente vos risques de rechuter. Et donc, il faut traiter ces troubles du sommeil, s'ils retentissent en journée. Et pour le traitement de première ligne, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Et je pense que si vous posez cette question, c'est que vous sentez, c'est que la nuit, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, que ça commence à vous inquiéter un petit peu. Et donc oui, il faut que vous preniez le taureau par les cornes. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est très simple. J'ai vu qu'il y avait une question sur ça sur le chat. C'est pas que de l'hygiène de sommeil et des comportements de sommeil. C'est du contrôle des cognitions qui sont souvent dysfonctionnelles. Par exemple, les gens ils vont penser, ah, si je dors pas 4h30, je vais pas être en forme le lendemain. Donc ils vont mesurer, ils vont calculer leur nombre d'heures de sommeil, etc. Mais au contraire, ça va les maintenir éveillés. C'est réassocier le lit au sommeil. Le sommeil, c'est très comportemental. Quand on dort pas dans son lit, eh ben, il faut sortir du lit. Le lit, c'est fait que pour dormir. Sinon, le lit, ça devient un champ de bataille. En fait, on va se déconditionner. Il y a des gens qui sont déconditionnés. Le truc classique, c'est, vous savez, quand vous êtes en train, il y a des gens, dès que ça roule, vous êtes en voiture, vous êtes en train, et avec le roulis, pouf, ils s'endorment. Ces gens-là, ils sont conditionnés. Un enfant, un bébé, vous le mettez au lit, pouf, il s'endort. Et c'est en vieillissant, en fait, qu'on se déconditionne. On associe le lit à autre chose. Et quand on est insomniaque, eh ben, le lit, ça devient un champ de bataille. Bon, voilà. Donc, bref, donc il y a des aspects comportementaux. On fait de la restriction du temps passé au lit. Il y a des exercices de relaxation. Bref, c'est une thérapie multicomposante. C'est en 4 séances, donc ça dépend des groupes, 4 ou 8 séances. Mais donc c'est assez rapide, il y a un programme spécifique et 80% des patients ressentent une amélioration sur leur sommeil suite à cette thérapie. Et les traitements, les hypnotiques et tout viennent en seconde ligne. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut trouver alors une TCC? Comment on s'adresse aux hôpitaux? Il y a une plateforme, il y a... Est-ce qu'il y a Alors, une prise en charge aussi? Ça, c'est une question qui revient. oui, oui, oui. Alors, bah d'abord, il y a un certain nombre de psychiatres qui sont formés, il y a un certain nombre de psychologues qui sont formés, il y a des formations, il y a des diplômes universitaires. Nous, on porte un diplôme universitaire spécialisé en santé mentale et en sommeil. Donc, on forme à traiter les cauchemars, l'insomnie, etc. Il y a plein de centres de sommeil. Et sur Paris, il y a le réseau Morphée, qui est un réseau de sommeil où on peut s'adresser à ce réseau-là et on va avoir accès à un ensemble de professionnels. Et puis, il y a des centres spécialisés de psychiatrie sommeil, comme le nôtre, qui proposent aussi des TCC de groupe, etc. C'est une groupe. Euh, Il y a souvent, parfois, les gens ont des réticences à faire des groupes, et je le comprends assez aisément. Mais
la puissance du groupe est toujours très impressionnante quand on fait des groupes. Il y a une sorte de résonance. Il y a ce que les professionnels de santé et l'échange entre le professionnel et le patient, voilà. Mais les personnes qui souffrent de la même maladie entre eux, quand ils expriment leurs symptômes, etc., il y a une résonance toute particulière qui fait qu'en fait, l'intérêt et le bénéfice du groupe est vraiment toujours étonnant. Chaque groupe est différent d'ailleurs et qui est toujours étonnant. Mm. Mm. Alors, j'ai une question d'un spectateur qui me demande à partir de quel temps d'endormissement est-on dans le domaine pathologique? Il n'y a pas de, il y a pas de chiffre absolu. Et mais le juge de paix dans ça, c'est vous. C'est si vous sentez que vous mettez trop de temps pour vous endormir et que ça vous inquiète et que c'est pas bon et que vous tournez en rond et que vous êtes anxieux, c'est un problème. Si vous mettez 30 minutes, 1 heure pour vous endormir, mais que c'est pas grave, que par ailleurs vous dormez bien le reste du temps, que vous n'êtes pas fatigué en journée et que vous avez une belle journée, eh ben, c'est pas grave, vous mettez 30 minutes, vous avez vos rituels, vous lisez un livre, vous faites des choses comme ça, etc. Voilà. Le juge de paix, c'est vous. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que du coup, vous dormez pas assez parce que vous mettez trop de temps? Si la réponse, c'est oui, alors, alors du coup, je devrais répondre, c'est quoi les warnings? C'est quoi les signaux d'alerte pour se dire, bon, bah, là, c'est une pathologie, c'est un problème, pourquoi je dors mal? Ce qui doit vous faire dire, c'est est-ce qu'il y a un retentissement en journée, donc socio-professionnel? Est-ce que vous êtes somnolent? Vous pouvez faire une échelle d'Epworth, c'est l'échelle de somnolence, c'est-à-dire est-ce que vous vous endormez dans des situations dans lesquelles vous ne voulez pas vous endormir? Ça veut dire qu'il faut réagir. C'est vraiment un signe de gravité parce que c'est un signe, vous êtes à risque d'accident, notamment d'accident de la route. Donc voilà. Et si ces problèmes de sommeil vous entraînent des rechutes. Voilà, si quand votre sommeil s'altère, eh ben, vous allez refaire une dépression, vous allez refaire une manie. Donc voilà, c'est les trois signaux d'alerte qui vous font dire il faut que j'aille consulter pour mon problème de sommeil, eh bien c'est ça. Mhm. Euh, Pouvez-vous nous parler du syndrome des jambes sans repos et son rapport avec l'insomnie? Alors, c'est et que des très très bonnes questions. Pourquoi? Parce que le syndrome des jambes sans repos. Alors, la première cause de syndrome des jambes sans repos, avec mes étudiants, je leur pose comme question, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est que la première cause de syndrome des jambes? En fait, c'est une incapacité à avoir des mouvements spontanés des jambes, plus ou moins douloureux, qu'on ne peut pas contrôler. Contrôler. Alors, effectivement, c'est ça. En fait, c'est des impatiences dans les jambes, maximales le soir Et- au repos et soulagées par le mouvement. Mais la première cause, il y a quelqu'un qui était très proche, qui vient de répondre anémie. En fait, c'est pas l'anémie, c'est la carence en fer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et surtout les femmes en âge de procréer, qui souffrent parce elles ont leurs règles, quoi, elles ont leur menstruation, qui souffrent des jambes sans repos. Et la deuxième cause, c'est les psychotropes, notamment les antidépresseurs, tous les agents sérotoninergiques, les antipsychotiques atypiques. Et donc nous, des fois en psychiatrie, on ne dit pas syndrome des jambes sans repos, on dit acathysie, pour dire impatience dans les jambes, etc. Sauf qu'en fait, si c'est le soir, impatience dans les jambes, maximum au repos, soulagé par le mouvement, il n'y a qu'une maladie, c'est le syndrome des jambes sans repos. D'accord? Et effectivement, je vois Aurélie Échec qui dit bonjour professeur, j'ai mes impatiences dans les jambes depuis un mois environ, on m'a prescrit du Cifrol. Effectivement, le Cifrol, les agonistes dopaminergiques, c'est un des traitements. Et 0,09, c'est la première dose. En fait, on peut augmenter cette dose. Mais madame, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord vérifier bien que vous avez du fer en bonne quantité et deux, est-ce qu'il n'y a pas un effet iatrogène de certains agents sérotoninergiques dans vos traitements? Mais c'est très fréquent. Donc oui, oui, il faut y penser. Alors, Et j'ai pas une tellement question. chez les hommes, non? Comment? Il y en a moins chez les hommes. Oui, ça, il y en a 2 fois plus chez la femme, mais ça reste fréquent chez les hommes aussi. Alors, quel est le lien entre jambes sans repos et spasmophilie? Aucun. Spasmophilie, c'est un terme non médical qu'on utilise souvent pour parler des attaques de panique ou des crises d'angoisse. Voilà. Merci. Blandine, Blandine? Oui, tu cherches. comment?
J'ai pas vu beaucoup d'autres questions parce on a fait bien le J'en ai tour. une, moi, là. Il y a quand même Gauthier qui demande pourquoi il y a ce délai de 3 mois. Pourquoi c'est à cause de la chronicité? Voilà, voilà. En fait, c'est pour se dire que ça doit être suffisamment long, suffisamment inscrit dans le temps. Le fait de mal dormir une nuit, faut pas non plus trop s'aggraver si c'est une nuit. On a tous connu des insomnies parce que avant un examen, avant ci, avant ça, parce qu'il y a quelque chose qui nous a préoccupés, on s'engueulait avec son collègue, avec son enfant, avec sa femme, son mari. Enfin, donc, c'est pas grave. Il faut pas. Le sommeil, c'est du lâcher prise, pas bien dormir une nuit, plusieurs nuits, etc. Tout ça n'est pas très grave. Il faut que ça s'inscrive dans le temps pour que vraiment ça soit un souci. Alors, j'ai une question de Pauline. Que faire si une personne atteinte de troubles bipolaires de type 1 sent son sommeil s'altérer, durée de sommeil plus courte, réveil précoce, tachypsychique et donc un épisode maniaque venir? Ah bah, il faut qu'il consulte en urgence, pour agir tôt et empêcher que l'épisode, enfin, pour que l'épisode ait le moins d'impact possible. Là, avec ce que la personne décrit, elle est dans l'épisode déjà. Et donc, il faut éviter qu'il gagne en intensité. Et voilà, et plus l'épisode est bref, et mieux ça sera pour lui, pour son cerveau, pour... Il y a une question de Florence. Je suis père aidante et je souhaiterais savoir comment accompagner les patients sur l'anticipation de leur crise et sur la prévention de leur rechute. Existe-t-il des outils visuels ou des techniques particulières? Bah, technique, on en a parlé, mais des outils. Euh, Bah, il y a tout ce qui est plan d'action, par exemple, pour justement, dans mon ouvrage, j'en ai mis des plans d'action, je pense qu'il en existe d'autres, mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir un peu une trame sur quels sont mes symptômes, quels sont les signes annonciateurs, qu'est-ce qu'il faut faire, j'appelle qui, quelles sont mes personnes ressources. Il faut, oui, il faut réussir à se composer en fait quelque chose d'un peu type, quoi. Et une fois que vous avez votre trame de plan d'action, en tant que père aidant, vous pouvez travailler ça avec les patients. Il faut le faire aussi avec le professionnel de santé, parce que le professionnel de santé, il va vous dire, oui, ça, ce traitement-là, il marche bien sur ça, ok, le numéro de la clinique ou du CMP, ou en fait, c'est ça, enfin, vous voyez, ça se fait à plusieurs, quoi. Mhm. On se prend une ou deux dernières questions? Oui. Alors, j'en prends une dernière. Je prends l'initiative. Bonsoir, donc c'est Dalia qui pose la question. Mon psychiatre prend le raccourci de me traiter au tertian pour mon anxiété et mon trouble bipolaire, mais aussi pour mon sommeil. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je dois traiter l'insomnie à part et comment? Alors, c'est difficile de répondre de manière absolue parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas quelle est votre histoire, quelles sont l'histoire de vos traitements, etc., etc. Donc, j'ai envie de vous dire, si votre psychiatre fait ça, c'est important d'avoir une relation de confiance avec son médecin et de garder cette relation de confiance et de lui dire, enfin voilà. Euh, donc voilà. Après, sur la question théorique, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le tertian, c'est pas le traitement du trouble insomnie. Si le tertian est mis en place parce qu'il y a une certaine forme de tachypsychie, d'accélération, et que c'est là pour calmer un petit peu, et que ça vous aide, et puis le juge de paix, comme toujours, c'est vous en fait. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous le tolérez bien? Si ça vous aide pas, si ça vous casse, vous avez des symptômes résiduels en journée, etc., bah, c'est pas un bon traitement. Donc il faut en parler, il faut changer le traitement. Et si vous avez l'impression que c'est plus un problème d'insomnie, en parler à votre médecin pour dire, moi j'ai l'impression que c'est le sommeil, mon problème, qu'il y a peut-être un problème d'insomnie. Je suis allé à une conférence où ils ont parlé d'insomnie. Est-ce qu'on peut explorer ce truc-là? J'ai l'impression qu'il y a des traitements spécifiques sur l'insomnie. Et voilà, voilà. Je n'ai pas, il n'y a pas eu de question sur le somnambulisme. Vous n'en avez pas parlé du tout. C'est quelque chose que vous ne constatez pas ou uniquement chez les jeunes. Alors, alors c'est vrai que vous avez raison, c'est plus fréquent chez les jeunes, chez les enfants, chez les adolescents. Quand même, ça arrive plus tard. Globalement, nous, dans les études qu'on a fait,
c'est surtout les cauchemars, en fait, qui sont assez prédictifs de crises suicidaires ou de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que les cauchemars, c'est un processus tout à fait normal de digestion des émotions et du stress. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça peut s'emballer quand il y a trop de stress et trop d'émotions négatives à digérer. Et ben, ça devient évidemment un signal d'alerte. Et, mais le somnambulisme, c'est ce qu'on appelle une parasomnie, plutôt du sommeil lent profond. Et sauf si c'est trop fréquent, avec des mouvements complexes, c'est-à-dire que les gens se mettent en danger, etc., là, il faut aller consulter un centre du sommeil. Mais sinon, c'est pas très grave et c'est tout à fait bénin. D'accord, d'accord. Et les cauchemars, par contre, c'est une alerte. Bah, c'est normal, c'est-à-dire on fait tous des cauchemars. Là, on est à peu près, on est plus, on est une grosse centaine connectés. Bon, bah, je suis sûr, on est plein d'entre nous là à avoir fait des cauchemars cette semaine. C'est pour ça. Non, mais c'est normal. Par contre, si vous êtes en phase de dépression et que actuellement, bah, toutes les nuits, il y a des cauchemars et que dans ces rêves qui se sont altérés, bah, il y a les scénarios suicidaires qui commencent à apparaître, bah là, c'est un signal d'alerte. D'accord, d'accord. Ben, je crois. Merci beaucoup, monsieur. Oui, Je merci parce que vous nous avez apporté quand même vraiment un espoir, quoi, une façon quand même de repérer les crises qui peut nous paraître relativement accessible à tous. Et donc, on va suivre ça de très près. Et puis, je pense que vous allez avoir beaucoup de demandes pour les TCC du sommeil, plus particulièrement. Mais vraiment, c'est un espoir. Et puis, c'était vraiment très, très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Et peut-être, on peut mettre dans le chat vos livres, parce qu'il y a des gens qui nous demandent où on peut retrouver vos livres. Oui, d'abord, c'est très gentil et je crois que vous l'avez mis sur votre titre. oui, il est sur le site, oui. Voilà, Oui, parce qu'en fait, on a travaillé sur la troisième édition. Il y a toute une partie témoignage de vous, hein, de l'association Argos et de patients d'Argos. Parce que bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les témoignages résonnent tout à fait différemment et complètent des messages médicaux ou scientifiques qu'on peut donner. Je vous remercie parce que c'est bien qu'on fasse des papiers scientifiques, mais c'est encore mieux quand on arrive à diffuser aux personnes concernées. Donc, ces moments d'échange et de rencontre sont vraiment tout à fait précieux. Et surtout, on est à votre disposition, effectivement, si on peut être utile. Et je serais ravi dans quelques mois ou années, à nouveau venir continuer de vous présenter comment on avance avec vous, quoi. Voilà. dans pas trop longtemps, s'il vous plaît, hein. On vous donne un an pour avancer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Ouais. beaucoup. Merci beaucoup, professeur, et je vous dis normalement au 5 juin prochain, mais on en reparlera. Et sinon, avant qu'on se quitte, je voudrais vous partager quelque chose. Donc, comme vous le savez, donc Argos 2001, donc chaque année depuis 2015, donc met en place la Journée mondiale des troubles bipolaires. Donc, si vous pouvez participer à cette journée, eh bien, ce sera donc sur le site de Saint-Antoine, donc Sorbonne Université, et également en webinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté notre site ou pas, hein, donc, puisqu'on a informé déjà nos adhérents, mais également nos sympathisants. Et puis, Eliane, si tu veux dire deux mots sur la prochaine conférence au mois d'avril. Oui, alors on a sollicité le professeur Pierre-Michel Lorca qui va venir nous donner le résultat des travaux qu'ils ont fait de l'efficacité des passeports bipolaires. Tout ça dans l'idée de pouvoir continuer à pérenniser d'une part passeport bipolaire, que ce soit pris en charge par la sécurité sociale et surtout que les centres experts puissent être pérennes, voilà, parce qu'ils ont quand même beaucoup de soucis de financement, mais nous les soutenons à fond, voilà, comme on soutient tous nos chercheurs et psychiatres. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée à Merci tous. beaucoup.